Mes parents ont offert une BMW à mon frère. Pour moi, ça a été toute autre chose. Je me souviens encore du parfum entêtant des lilas dans le jardin ce jour-là. C'était fin mai, l'air était doux, presque paresseux. Un dimanche comme les autres, enfin, c'est ce que je croyais. On était réunis chez mes parents pour célébrer la remise de diplôme de Théo, mon frère cadet. Le déjeuner dominical battait son plein, les rires fusaient, l'ambiance était en apparence à la fête. Moi, j'observais le manège, un sourire en coin, mais le cœur un peu lourd. Théo, mon petit frère, le prodige familial. Toujours le premier, toujours le meilleur, toujours celui sur qui tous les regards se posent. Il faut dire qu'il avait le profil idéal. Beau gosse, charmeur, un sourire à désarmer les plus grincheux et une facilité déconcertante pour tout. Les études, une formalité pour lui. Le sport, un don inné. Les filles, un aimant. Théo, c'était la version améliorée de nous tous, le modèle d'exposition que mes parents adoraient exhiber. Et puis, il y avait moi, Antoine, l'aîné, l'éternel second rôle. Celui qui travaille dur, qui se bat pour chaque miette de succès, celui qui rame en silence pendant que son frère surfe sur la vague. J'ai toujours été dans l'ombre de Théo, comme une pâle copie, une version brouillonne de l'original. Ce jour-là, Théo rayonnait plus que jamais. Son diplôme de commerce en poche, il était le roi du monde. Mes parents, gonflés de fierté, n'arrêtaient pas de le féliciter, de le couvrir de compliments. Ma mère lui avait préparé son plat préféré, un gratin dauphinois à tomber par terre, et mon père n'hésitait pas à raconter à qui voulait l'entendre les brillants projets d'avenir de son fils chéri. Moi, j'écoutais tout ça en silence, en picorant distraitement ma salade. Le gratin de maman avait beau être délicieux, il me restait un goût amer dans la bouche, un goût de non-dit, de frustration rentrée, de jalousie mal digérée. Soudain, mon père se racla la gorge, un sourire mystérieux aux lèvres. « Bon, Théo, mon fils, on a encore une petite surprise pour toi », lança-t-il avec un clin d'œil complice à ma mère. Théo, visiblement intrigué, fronça légèrement les sourcils. « Une surprise? Encore » fit-il mine de s'étonner, alors qu'un sourire gourmand étirait déjà ses lèvres. Ma mère se leva d'un bond, les yeux brillants d'excitation. « Viens, on va te montrer ça dehors. Mais ferme les yeux, c'est une surprise. » On se retrouva tous agglutinés sur la terrasse, le soleil tapant fort, aveuglant presque. Théo, les yeux clos, se laissait guider par ma mère, un sourire béat illuminant son visage. Mon père, lui, avait disparu quelques instants avant de revenir en trombe, les clés d'une voiture à la main, un large sourire triomphant accroché au visage. « Alors mon fils, ouvre les yeux », ordonna mon père d'une voix vibrante. Théo ouvrit les yeux et resta figé, bouche bée, devant le spectacle qui s'offrait à lui. Sur l'allée garée devant la maison, une rutilante BMW série 4, neuve, étincelante sous le soleil de mai. Une voiture de sport, élégante, racée, le genre de voiture qui fait tourner les têtes sur le boulevard. Un silence de cathédrale se fit sur la terrasse. Seuls les chants des oiseaux venaient troubler le silence. Puis, Théo poussa un cri de joie, un cri de gosse émerveillé devant son cadeau de Noël. Il se jeta au cou de mes parents, les embrassant à tour de rôle, les remerciant 1000 fois. « Oh là là, c'est pas possible, vous êtes fous, mais elle est magnifique. C'est vraiment pour moi ?» balbutiait-il, les yeux brillants de bonheur. Mes parents rayonnaient, mission accomplie. Leur fils chéri était aux anges. Leur cadeau avait fait mouche. Ils échangeaient des regards complices, savourant leur succès. Moi, je suis resté en retrait, adossé à la rambarde de la terrasse, observant la scène comme un spectateur lointain. Le sourire de façade que j'arborais depuis le début du repas s'effaça peu à peu, laissant place à un sentiment que je connaissais trop bien, l'amertume. Une BMW, une putain de BMW. Offerte comme ça sur un coup de tête pour fêter un diplôme. Un diplôme que Théo avait obtenu sans forcer, sans transpirer, en se reposant sur ses lauriers et son charme ravageur. Et moi, quand j'ai eu mon diplôme, il y a 5 ans, qu'est-ce que j'ai eu? Rien. Nada. Le silence radio. Un vague bravo distrait au milieu du repas, et puis c'est tout. Pas de cadeau, pas de fête, pas de démonstration de fierté particulière. Rien. J'avais pourtant bossé comme un dingue pour décrocher ce fichu diplôme. J'avais sacrifié mes soirées, mes week-ends, mes vacances. J'avais bouffé des tonnes de bouquins, passé des nuits blanches à réviser, stressé comme un malade avant chaque examen. Et tout ça pourquoi? Pour une tape dans le dos et un « c'est bien » continu comme ça,
laconique. Alors que Théo, lui, il plane, il rigole, il papillonne, et la vie lui déroule le tapis rouge. Il réussit tout sans effort, il reçoit tout sans rien demander. Et nous les autres, on est là, à applaudir, à admirer, à envier sa bonne étoile. La scène de liesse familiale continuait de se dérouler sous mes yeux, mais j'avais l'impression d'être devenu invisible, transparent. Comme si je n'existais plus, comme si ma présence n'avait aucune importance. J'étais là, au milieu d'eux, mais en même temps si loin, si étranger. Je sentais la colère monter en moi, sourde, lancinante, comme une migraine qui s'installe doucement mais sûrement. Une colère froide, amère, qui me rongeait de l'intérieur. Une colère contre mes parents, contre Théo, contre cette injustice flagrante qui me sautait à la figure. Mais au-delà de la colère, il y avait autre chose. Un sentiment plus profond, plus douloureux encore. Un sentiment de profonde tristesse, de désillusion, de solitude abyssale. Le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être connu, de ne pas être à la hauteur. Le sentiment d'être un éternel second, un bouche-trou à faire valoir. J'ai serré les poings, les ongles enfoncés dans la paume de mes mains. J'ai respiré un grand coup pour essayer de calmer le tumulte qui agitait mon cœur. Mais rien n'y faisait. La vague d'amertume montait toujours, menaçant de me submerger. Sans rien dire, sans un mot, je me suis détachée du groupe et je suis rentrée dans la maison. J'avais besoin de m'isoler, de me retrouver seule avec mes pensées, avec ma douleur. J'ai traversé le salon, la cuisine, sans croiser le regard de personne. Je suis montée dans ma chambre, au premier étage, et j'ai claqué la porte derrière moi. Je me suis laissée tomber sur mon lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Les larmes ont commencé à monter, silencieuses d'abord, puis de plus en plus bruyantes, de plus en plus convulsives. Des larmes de rage, de tristesse, de désespoir. Des larmes que je retenais depuis trop longtemps, des larmes qui enfin trouvaient leur chemin. J'ai pleuré comme un enfant perdu, un enfant blessé, un enfant abandonné. J'ai pleuré toute ma rancœur, toute ma frustration, toute mon incompréhension. J'ai pleuré mon enfance passée dans l'ombre de Théo, mon adolescence à me comparer sans cesse à son modèle parfait, ma vie d'adulte à essayer de me faire une place dans un monde qui semblait ne pas vouloir de moi. Au bout d'un moment, les larmes ont fini par se tarir, laissant place à un vide sidéral. J'étais épuisée, vidée, anéantie. J'avais l'impression qu'on m'avait arraché quelque chose d'essentiel, une part de moi-même, une parcelle d'espoir. Je suis restée allongée sur mon lit, les yeux fixés au plafond, le corps lourd, l'esprit embrumé. Le silence régnait dans la pièce, un silence pesant, oppressant, comme un linceul. Dehors, j'entendais encore les rires joyeux de ma famille, les exclamations enthousiastes de Théo, les commentaires admiratifs de mes parents. Un concert de bonheur qui me parvenait comme une provocation, comme une insulte. Je me suis redressée lentement, le corps engourdi, les yeux rougis. Je suis allée me regarder dans le miroir de ma chambre. Le reflet que le miroir me renvoyait me fit l'effet d'un étranger. Un visage pâle, tiré, bouffi par les larmes. Un regard vide, éteint, désabusé. Est-ce vraiment moi, cet homme-là? Est-ce vraiment ça, la vie que je suis censée vivre? Je me suis passé de l'eau froide sur le visage pour essayer de me réveiller, de me ressaisir. J'ai respiré un grand coup, puis 2, puis 3. Il fallait que je réagisse, que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas rester prostrée dans ma chambre à me morfondre, à me laisser bouffer par le chagrin et la colère. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé quelques mots sur Google, et je suis tombée sur un article qui parlait du syndrome du frère aîné. Un terme un peu pompeux, mais qui décrivait assez bien ce que je ressentais. L'article expliquait comment les aînés, souvent plus responsables et plus sérieux que leurs cadets, pouvaient se sentir négligés, sous-estimés, voire carrément invisibles aux yeux de leurs parents. Surtout lorsque le cadet, plus flamboyant et plus extraverti, accaparait toute l'attention et tous les privilèges. En lisant cet article, j'ai eu l'impression qu'on avait mis des mots sur mon mal-être, qu'on avait enfin compris ce que je vivais depuis toujours. Je n'étais pas fou, je n'étais pas paranoïaque, je n'étais pas juste un mauvais coucheur, jaloux du succès de son frère. J'étais victime d'un schéma familial classique, d'un système de valeurs biaisé qui me reléguait au second plan, qui me privait de la reconnaissance et de l'affection que je méritais. Cette prise de conscience a été comme un électrochoc. Soudain, j'ai senti une force nouvelle monter en moi,
une énergie inattendue, une détermination farouche à ne plus me laisser faire, à ne plus me contenter des miettes, à ne plus subir en silence. J'ai pris une décision radicale. Une décision qui allait changer ma vie. J'allais partir. Quitter le cocon familial, m'éloigner de cette atmosphère toxique, prendre mon envol et tracer ma propre route. Je ne pouvais plus vivre dans l'ombre de Théo. Je ne pouvais plus me battre pour attirer l'attention de mes parents. Je ne pouvais plus me contenter de leur indifférence. Il était temps de penser à moi, de me reconstruire, de me prouver que je valais mieux que ce que ma famille me laissait croire. Il était temps de devenir enfin Antoine, tout simplement, sans avoir à me comparer à Théo, sans avoir à me justifier de mon existence. Je me suis levée, plus déterminée que jamais. J'ai ouvert mon armoire et j'ai commencé à faire ma valise. Je n'avais pas de plan précis, pas de destination définie, pas de ressources illimitées. Mais j'avais une certitude. N'importe où serait mieux qu'ici. J'ai mis dans ma valise quelques vêtements, mes papiers, un peu d'argent de côté et quelques photos souvenirs, celles qui me rappelaient que j'avais aussi existé, que j'avais aussi eu des moments de bonheur avant que tout ne bascule. J'ai refermé ma valise, le cœur battant, l'estomac noué. J'ai jeté un dernier à ma chambre, à ce refuge qui avait été le théâtre de tant de joie et de tant de peine. J'ai pris une profonde inspiration et je suis sortie. En bas, le brouhaha familial continuait de plus belle. Théo était toujours au centre de l'attention, pavanant fièrement devant sa nouvelle voiture, bombardé de questions et de félicitations. Mes parents, rayonnants, ne voyaient rien, n'entendaient rien, n'avaient Dieu que pour leur fils chéri. J'ai traversé le salon d'un pas décidé, sans croiser le regard de personne. Je suis allée dans la cuisine, j'ai pris un morceau de papier et un stylo, et j'ai écrit quelques mots à la hâte. Je suis partie. Ne me cherchez pas, Antoine. J'ai posé le papier sur la table de la cuisine, bien en évidence, et je suis sortie de la maison. Sans me retourner, sans un regard en arrière, sans un mot d'explication. J'ai marché longtemps, sans but précis, la valise à la main, le cœur léger et lourd à la fois. Léger de quitter enfin cet enfer familial, lourd de laisser derrière moi des années de souvenirs, d'espoirs déçus, de rêves brisés. Je ne savais pas où j'allais, ce que j'allais faire, ce que l'avenir me réservait. Mais j'avais une certitude, j'étais libre. Libre de choisir ma vie, libre de me construire un destin qui me ressemble, libre de devenir enfin moi-même. Les premiers jours ont été difficiles. J'ai dormi dans des hôtels bon marché, mangé des sandwichs sur le pouce, erré dans les rues sans but précis. J'étais seule, perdue, désemparée. Mais en même temps, j'étais soulagée, apaisée, comme délivrée d'un poids immense. Peu à peu, j'ai commencé à reprendre goût à la vie. J'ai trouvé un petit boulot dans un café. J'ai rencontré des gens sympas. J'ai découvert de nouveaux horizons. J'ai appris à me débrouiller seule, à compter sur mes propres forces, à me faire confiance. Le temps a passé, les mois se sont écoulés, les saisons ont défilé. La douleur s'est estompée, la colère s'est apaisée, les blessures ont commencé à cicatriser. J'ai appris à accepter mon passé, à pardonner à ma famille, à me pardonner à moi-même. Un jour, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle pleurait, elle était inquiète, elle voulait savoir où j'étais, ce que je faisais. Je lui ai parlé calmement, sans rancœur, sans reproche. Je lui ai expliqué ma décision, mon besoin de prendre de la distance, mon désir de me reconstruire loin d'eux. Elle a écouté en silence, puis elle a simplement dit « Je comprends, mon fils. Reviens quand tu voudras. La porte sera toujours ouverte. » Ces quelques mots ont suffi à apaiser mon cœur. J'ai compris que malgré tout, mes parents m'aimaient, à leur manière maladroite, imparfaite mais sincère. Et que peut-être un jour nous pourrions reconstruire une relation plus saine, plus équilibrée, plus respectueuse. En attendant, j'ai continué mon chemin, seul mais libre. Libre de vivre ma vie, libre de choisir mon destin, libre d'être enfin moi-même. Et c'est tout ce qui comptait.